Ah, c'est intéressant la petite sortie de Gary Gensler en mode dépité. Bon, bah, faites ce que vous voulez, mais faites attention à vous. En gros, c'était Vous faites assez sans moi. épique. Ouais. Mais on garde de la volatilité, mais allez, vous pouvez regarder par exemple une action comme Peloton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est quasiment au tapis, hein, Peloton. Et personne ne nous a mis en garde face à des actions de ce genre-là. Ou alors Bird aussi, c'est une société de Bird, c'est une location catastrophe. de scooters, donc de trottinettes. Hein. Le trottinette, ouais. Ouais. Après avoir levé pourtant 400 millions. On n'a Ouais. pas eu le même genre de message. Il n'est pas Bitcoin qui veut. Hein. Voilà. Aussi. Mais ça met du temps à démarrer Bitcoin quand même. Non, c'est sur la longueur, tu vois. C'est pas une trottinette électrique, quoi. C'est plutôt une trottinette diesel. Solaire. Je serais étonné qu'ils fassent le même genre de remarque sur toute action, hein, qui est extrêmement risquée aussi au final. Parce une action, tu es tributaire du projet, de la compétition qui peut te bouffer, tu es tributaire du management, comment il va utiliser le capital. En fait, un projet est toujours sur la brèche. Il faut toujours être en mouvement. Et ce mouvement, s'il ne fait pas du progrès, bah, tu crèves en fait face aux autres qui deviennent meilleurs que toi et qui te rendent désuet. Et on n'entend pas le même genre de message. Alors, c'est assez étonnant. Ouais, dans le cas de Bird, ils ont perdu des marchés. Bah, je sais qu'à Paris, ils ont interdit les trottinettes, je crois bien. Donc au final, tu vois, ce genre de marchés qui ont disparu. Et après, la croissance du marché, je ne sais pas s'il a été au rendez-vous parce que ça doit être compliqué. Il y avait aussi un problème de management, ils avaient 3 CEO. Il y avait 3 CEO. Ça ne bouge pas forcément. Merci au Co-Crypto pour les subs. Yes, merci. Et à ceux qui se sont réabonnés aussi, il y avait Gwenou, Sissi Tambien, Jean-Christophe, Greg, Ousmane, Cryptaddict et Oko Crypto pour tes 5 abos et Mich Nono. Merci les gars. Est-ce que vous pensez, en petite intro, comme on a le chart sous les yeux, qu'on va avoir ce petit sursaut qui manquait pour avoir l'extrême euphorie et derrière, est-ce qu'on va pas se faire punir sur ce début d'année 2024 ? Bon, après, ça reste un peu de la prédiction. On sait qu'on ne peut pas prédire le marché, etc. Je pense que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que on n'est pas là pour essayer de timer ou de raconter des belles histoires en essayant de jouer les devins. Mais c'est vrai que quand on voit la certaine verticalité au niveau du BTC, est-ce qu'on n'arriverait pas sur une zone entre 48 et 50 000 $? Je vais mettre un petit rectangle pour montrer un peu où nous en sommes et où on aurait une zone un peu de prise de profit par ici, par exemple. Toute cette zone qui est cumulative au niveau de 2 retracements de Fibo. Je crois que tu as un petit écho, Manu. Attends, je vais régler ça. C'est juste qu'on s'entend parler, en fait. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, Bitcoin. Est-ce que on a cette arrivée de l'ETF Spot qui arrive au bon endroit, au bon moment pour ce début 2024 ? Il y a tous les institutionnels qui sont en train de se mettre les uns derrière les autres pour dire « Regardez, on va mettre des dizaines, des centaines de millions, ça va faire pump, on va tous être riches ensemble. » Or, quand on regarde les métriques, et notamment on-chain, eh bien, au-delà de 45 000 $, je crois, on avait 75 à 78% des participants qui sont en gain. Donc, c'est quelque chose qui me met un peu sur la retenue de mon côté. Mais d'un autre côté, comme le dicton le dit aussi, c'est le marché qui a toujours raison. Donc, assez quelque part, dans la retenue, dubitatif de ce que pourrait offrir 2024. Mais d'un autre côté, on sait à quel point, quand il s'enflamme, le marché crypto a tendance à vraiment tout lâcher d'un coup. C'est un peu le phénomène qu'on avait vu au Q1 2021 d'ailleurs, à l'époque. Et bien que là, au niveau du timing, on n'est pas tout à fait dans les clous, puisque si bull run il devait y avoir par rapport à la cyclicité, ça serait plutôt 2025. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis sur ça ou pas d'avis, ou que vous êtes dans l'attente de voir comment ça se déroule. Voilà, c'est curieux d'avoir votre ressenti. Qui veut s'y coller, Manu ou je le fais? Manu, tu t'es mute. Il nous entend toujours plus. mute, Manu. Ouais.
Attends, excuse-moi, ouais, désolé. Je reprends. Je disais, je te fais l'analyse du retail pour commencer, le pro juste après. Moi, je suis pas vraiment surpris. Je trouve que la news est attendue depuis très longtemps. C'est une news quand même qui est bullish, en tout cas à court terme. Je croyais pas trop à Sell the News. Après, je sais pas si ça va durer. Moi, personnellement, ma vision boule de cristal, c'est que ça dure un petit peu en préparation du halving et puis qu'on se calme un petit peu après post-halving et qu'on retrace peut-être un petit peu, qu'on se réappuie sur des niveaux qui soient sympas. Mais comme je l'ai souvent dit, ce cycle ressemble à s'y méprendre aux autres cycles, news ou pas news. Et encore une fois, on est là où on doit être. Donc, le plan se passe à merveille. Yes, le halving, donc fin mars, début avril, ça laisse quand même 3 mois. Hein. 3 mois, c'est long, hein. C'est très très long. Si ça part. Je dirais 2, tu vois, mais peut-être pas 3. Mais 2, c'est déjà pas mal. Parce que là, on a déjà quasiment doublé. Il nous reste moins de 50%, quarantaine de pourcents pour passer à la TH. Donc 2 mois, c'est vraiment très long si ça continue sur cette lancée-là. Mon avis, c'est que ça reste toujours le gros débat, celle de news ou pas. Et personne n'a vraiment trouvé la réponse. Moi, ce que je sais, c'est que un ETF, c'est quand même game changer. Bon, alors, je crois qu'il y a beaucoup de participants du marché, ils ne sont pas au courant, mais ça fait 10 ans qu'il y a des soumissions de demandes d'ETF à la SEC. Ça a commencé avec les frères Winklevoss. J'étais présent, je m'en souviens, c'était en 2013. Et il y avait déjà eu donc une soumission pour lancer un ETF à cette époque-là. Parce que les frères Winklevoss avaient 100 000 bitcoins. Il faut savoir qu'ils ont 100 000 bitcoins. Je ne sais pas s'ils les ont encore aujourd'hui, mais ils ont lancé un échange entre-temps, Gemini. Mais à l'époque, ils avaient fait un gros pari. 100 000 bitcoins achetés pour $1 million, $10 l'unité. Aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul. C'est monstrueux, évidemment, 100 000 bitcoins. Et ils voulaient l'utiliser. Ce pari, ils l'avaient gardé. Ils ne voulaient pas utiliser un bitcoin sur un temps très long. Et ils voulaient lancer un ETF avec ces 100 000 bitcoins déjà proposés en fait à la vente pour des titres financiers. Ça a été rejeté, je pense, à raison par la SEC, toujours par le même genre de remarque qui était comment on peut croire la fixation du prix par le marché si on n'a pas un contrôle sur les marchés. Parce qu'à l'époque, le trading se faisait sur des échanges qui étaient faits, qui sortaient de nulle part, même de chambres d'étudiants. Ça se faisait dans des pays comme la Chine, principalement. Donc, la SEC a toujours rejeté les tentatives de demande d'ETF. Pas directement, parce que ça avait le mérite quand même de passer au travers de de toutes les étapes. Et ça avait été rejeté chaque fois sur le dernier délai de commentaires. En gros, je crois qu'il y a 3 périodes de rejet par la SEC, et c'était chaque fois la deadline, le dernier jour, ils rejetaient. Donc ça veut dire qu'ils étudiaient quand même le dossier. C'était aussi une époque où le Bitcoin était très peu mature. C'était un peu comme si on devait analyser du sol aujourd'hui. C'était un ovni qui avait fait beaucoup de volatilité. Les gens se demandaient ce qui pouvait bien se trouver derrière. Aujourd'hui, Bitcoin est beaucoup plus mature qu'avant. Il y a un consensus maintenant avec les experts techniques et informaticiens ou les experts financiers sur la robustesse de ce projet qui n'est plus qu'une matière première. Là, on est certain qu'il est là pour durer, Bitcoin. Et à l'époque, on n'avait pas encore ces certitudes-là. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment à une maturité d'un long cheminement. Et je crois qu'on ne se rend pas compte quand même de ce grand achievement quand même, qui est que cet ETF soit accepté. Donc je crois qu'on aura une surprise positive. Parce que je pense que la plupart des acteurs qui sont là seulement depuis 2017-18, j'en sais rien, mais n'ont pas suivi ces dossiers-là depuis plus de 10 ans. Et je crois qu'ils ne mesurent pas le fameux chemin de croix qu'on a dû traverser pour arriver à aujourd'hui, avec une quasi-certitude de l'acceptation de l'ETF. On attend maintenant juste un aval.
D'autant plus que pendant très longtemps, on a eu finalement tous les futurs et tout ça qui étaient majoritairement la plupart du temps short. Donc bon, ça restait des produits dérivés. Ça servait à certains pour se couvrir et à d'autres à spéculer continuellement à la baisse, hein, puisque je pense que pendant longtemps, les institutions, peut-être aussi, ils se sont dit qu'il y avait plus d'argent à faire sur les gogos particuliers participant au marché en essayant de shorter, et notamment dès décembre 2017, où ils ont fait cette fameuse introduction du futur CME et où il y avait eu l'explosion de la bulle autour de 20 000 $. Et c'est vrai que là, peut-être que pour la première fois aussi, on va avoir un certain équilibre qui va venir être apporté, un équilibre dans la force, si je puis dire, avec le spot qui nécessitera de détenir des vrais bitcoins pour les proposer à leurs clients. Donc, il y avait cet après-midi pas mal d'infos aussi qui sont parues au niveau des fees qu'allaient prendre BlackRock et consorts. Donc, au départ, ça parlait de 0,50, 0,80, etc. Et immédiatement, je ne sais pas si c'était déjà acté dans certains papiers ou si, une fois que le premier a tiré, il y en a d'autres qui ont attendu le dernier moment pour faire leur publication. On a parlé justement dans l'après-midi d'un 0,2%, je crois, de frais, peut-être un peu plus bas. Et pendant les 6 premiers mois consécutifs à l'approbation de l'ETS Spot, il y en a certains qui le proposeront à 0% fees. Alors, 0 ou 0,2, ce n'est pas ce qui va changer le monde, mais quand on voit que le GBTC de Grayscale était à 1,5 voire 2%, on est désormais sur des frais qui sont extrêmement attractifs et qui vont permettre à beaucoup de monde de rentrer en bonne et due forme et sans se soucier de s'ils se font matraquer à l'entrée ou à la sortie. Donc c'est vrai que ça a l'air de se présenter sous la meilleure des formes, en tout cas pour l'instant. Oui, donc, en effet, il fallait encore une officialisation des fees avant toute acceptation de la SEC. Il y avait déjà un certain tableau, et donc notamment, par exemple, les ETF comme celui de ARC proposaient un frais de 0,8% annuel, et ils sont passés à 0,25%. Donc, en fait, ils tirent vraiment vers le bas, les fees. J'ai vu un tweet qui était assez marrant. Il viendrait peut-être même moins cher d'acheter finalement de l'ETF Bitcoin que de faire un trade sur Coinbase, qui est autour de 0,2, 0,3%. Je l'ai vu passer aussi, effectivement. Ouais. Donc, à partir du moment, si on veut rebalancer une fois par an, ça coûtera plus cher d'acheter vraiment les bitcoins physiques que de passer par l'ETF. Mais ça m'étonne peu qu'ils aient choisi cette stratégie, parce que de ce que j'ai pu lire, la plupart des gens qui choisissent un ETF ne changent pas, en fait, ou très rarement de provider d'ETF. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de choper un maximum de clients dès le début, sachant que c'est des clients qui peuvent être exposés à cet ETF pendant des années, en fait. Yes, en fait, ce sera surtout un winner takes all. Une fois qu'un ETF va vraiment être favorisé, il va capter quasiment tout. Et les autres vont se partager les miettes. Donc ça, c'est l'effet un peu sympathique. C'est qu'il y a un tir groupé des projets. Et l'effet peut-être qui n'a pas été mesuré, ou attendu par certains, c'est qu'ils vont tous se faire déjà une compétition pour les frais. Ça, c'est une très bonne chose, je pense. Mais c'est surtout qu'ils vont faire une campagne marketing assez agressive pour monter le plus possible d'AUM pour essayer d'être le plus gros. Et donc, il va y avoir vraiment une course de promotion. Alors, je ne dis pas vraiment de la promotion type publicité. Ce sera vraiment une promotion en off pour aller séduire des gestionnaires de patrimoine, etc., pour investir dans leur ETF. Et c'est marrant, tu vois, cette histoire de frais, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, mais dans le cadre d'Ethereum, où en fait, on parlait de Lido avec ses 10% de commission sur le stacking, et on disait que plus il y aurait d'acteurs qui viendraient dans le stacking, etc., plus il y aurait de compétition, et au final, plus les frais seraient amenés à baisser, 10, 5, 2, etc., par compétition justement entre les providers de stacking. Et là, on voit en tout cas que chez des acteurs déjà bien en place, la question ne se pose même pas, ils sont déjà au courant. Donc voilà, des acteurs mûrs, j'ai envie de dire, ils sont déjà au courant de comment ça fonctionne, et en fait, la guerre commence direct à ce niveau-là.
Il y a encore deux effets qui sont vraiment sympas, probablement sous-estimés. Ça va être le prix des ETF, de l'action. En gros, ce sera plus ou moins 1 millième de Bitcoin. Donc, on tournera autour de 25, 40 dollars, 50 dollars l'action. Et alors, ce sera la norme. Et pourquoi pas, du coup, un ETF à 200 dollars. Un peu comme ça se passe, je crois, je vérifie GLD. On est dans ces eaux-là. En fait, ça va fixer le Bitcoin à plus de 200 000 dollars, en fait. Donc, on a essayé, il y a eu beaucoup de tentatives des échanges, de la communauté, de passer sur les Mbits, 1 millième de Bitcoin, sur les Sats, des millionièmes de Sats. Et au final, l'ironie, ce sera peut-être que ce trick mental viendra peut-être de l'industrie financière classique. C'est un petit peu le côté ironique de la chose. Qui va faire vraiment peut-être pumper au-delà des 6 chiffres sans qu'il y ait cette barrière psychologique des prix aberrants. Quoi. Et ça se trouve, c'est que le premier d'une longue série, tu vois, comme on a eu pour Tesla, etc., qui a fait des splits, je crois, je sais plus, c'est clair. Blue Run, on a eu 3 ou un truc comme ça, quoi. Ouais. À chaque fois, ça te garde un prix, on va dire, psychologique qui est sympathique. Et on sait effectivement que dans le cas de Bitcoin, le fait de ne pas pouvoir détenir un Bitcoin en entier, c'est un frein. Et on l'a vu notamment dans la frénésie pour tout ce qui était Shiba et compagnie, quand on parlait de milliards de tokens. Je possède des milliards de tokens, des centaines de milliards de tokens. Je pense que quelque chose qui colle vraiment à la réalité et qui parle en dizaines, en centaines, effectivement, ça va être très sexy, quoi, à regarder. Et l'autre petit effet sympa, c'est que le TF Vanek, ils ont tweeté hier qu'ils allaient redistribuer 5% de leurs profits pour d'ici les 10 prochaines années pour la fondation Bitcoin, qui s'occupe de payer des développeurs, à assurer un minimum un salaire de chercheurs aux développeurs les plus importants de Bitcoin. Voilà le genre de beaux retours que l'industrie peut faire. Voilà, moi je trouve ça vraiment. On est dans un monde digitalisé et on arrive à avoir un cher partage de profit. C'est un peu comme si le TF Gold s'amusait à aider les mineurs d'or. Je trouve ça, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Mais ici, c'est top parce que c'est un projet caritatif, open source, et du coup, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages. Je trouve que c'est vraiment un très beau geste de leur part, et je pense que la plupart des concurrents vont peut-être aussi faire également, parce qu'en fait, tout le monde y gagne, hein, parce que si eux, leur projet, c'est quand même d'avoir des projets long terme, leur ETF, ils sont là pour les 10, 20 et plus prochaines années, donc ils ont intérêt à ce que l'expérience soit solide et de subsidier ainsi la recherche et le développement. Est-ce que tu penses que d'ailleurs, parce qu'on peut le voir, c'est un peu à double tranchant, tu vois, effectivement, on sait que sur Bitcoin, bah, c'est un petit peu moins, c'est plus dur à développer, ça prend plus de temps, la communauté en règle générale est plus lente à délivrer souvent par conservatisme, j'ai envie de dire, et puis parce qu'elle se précipite pas. Mais est-ce que ça peut pas aussi se transformer comme une façon un peu d'orienter justement la façon dont va grandir Bitcoin? Je sais pas, quelles sont les prochaines, tu vois, Bitcoin Improvement Proposal qui pourraient intéresser des gros players, etc. Et que ça leur permette, voilà, de financer des équipes qui travaillent sur des sujets particuliers qui pourraient être dans leurs intérêts. J'ai pas d'exemple en tête. Mais... Ouais, je suis pas trop d'accord. En fait, j'ai fait une étude il y a quelques années. Il y a à peu près une update par mois sur Bitcoin. On était dans ces moyennes-là. En fait, il y a énormément de choses qui ont changé par rapport au Bitcoin il y a 10 ans. Le code original est complètement différent aujourd'hui. Donc, les improvements sont peut-être pas prévisibles ou voilà, sont peut-être pas très visibles, mais il y a vraiment des mises à jour très fréquentes du programme. D'accord.
J'ai une autre petite question qui me vient en tête, mais qui vient de repartir, mais qui va revenir tout de suite. Eh ben non, elle va me revenir. C'était le mot, je cherchais, c'était spectaculaire. Voilà. C'est pas spectaculaire. Donc, on parle pas de update qui se fait tous les 3 mois ou avec des noms Cairo, Shanghai, etc. Ouais, bien sûr. Mais on est sur vraiment des updates du code très fréquent. Il suffit d'aller voir sur le GitHub Bitcoin et tu auras toutes les statistiques. Donc, c'est pas spectaculaire, mais c'est assez pointu, solide. Donc, non, il y a quand même beaucoup de mises à jour sur le Bitcoin. Ah oui, ça m'est revenu. Bon, on a beaucoup parlé, tu vois, ces dernières années. On sait très bien que Bitcoin, on a beaucoup parlé de sa liquidité en règle générale. Des périodes où il est liquide parce qu'on est plutôt en bear market et que il y a de quoi faire. Et puis des périodes où on a un assèchement de la liquidité, soit post-halving, soit parce qu'on a une demande qui est importante. Comment est-ce que tu vois, toi, justement, cet afflux de Bitcoin, on va dire physique, qu'il faut pour nourrir ces ETF, et en même temps, si c'est un produit qui rapporte quand même un rendement sympathique, qui peut être proposé, on va dire, à un grand nombre via ces ETF, est-ce qu'on n'a pas là tout un cocktail, tu vois, pour avoir quand même une pression acheteuse constante, même si on sait que des gars comme BlackRock ont des grosses parts dans les mineurs, donc ont aussi une partie des bitcoins qui sont minés et qui sont donnés en récompense pour feed un peu leurs ETF. Donc, le principe d'un ETF, hein, c'est évidemment très simple. Ils doivent matcher, en fait, comment dire, Ils doivent faire du 1 pour 1, normalement, en tout cas sur du spot, quoi. Voilà. S'ils ont 10 millions, ils vont devoir le lendemain acheter pour 10 millions et matcher, en fait, le cash qui a été apporté. Et donc, ils doivent l'acheter. Ils vont l'acheter simplement sur les plateformes. Alors, je pense que c'est Coinbase qui est retenu principalement. Je n'ai pas étudié, j'avoue, chaque prospectus. On verra, on étudiera un petit peu ça. Ils doivent simplement acheter sur les places liquides. Est-ce qu'ils vont faire de l'OTC aussi, etc. Je pense que Coinbase le propose malgré tout. Donc en fait, ça va être Coinbase surtout qui va faire office d'acheter ces bitcoins qui seront bloqués dans le fond. Et il y a une rédemption, donc ça marche dans l'autre sens aussi. Donc les investisseurs qui veulent sortir, à ce moment-là, il faut vendre alors les bitcoins pour redonner le cash à l'investisseur sortant. C'est assez simple comme principe. Donc il va y avoir, oui, en fait, il y a beaucoup de professionnels, gestionnaires de patrimoine, etc., qui étaient intéressés par le Bitcoin, mais qui ne voulaient pas prendre la responsabilité d'être le custody ou de demander à leurs clients de créer des comptes, etc. Donc ça va débloquer vraiment une poche très importante de l'activité financière qui vont pouvoir acheter pour leurs clients, ces gestionnaires, des lignes dans cet ETF et sans se préoccuper de la custodie technique des fonds, enfin de Bitcoin en l'occurrence. Donc, assez game changer pour quand même l'industrie. C'est ça qui est pricé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est à des niveaux aussi hauts aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va un petit peu se tasser et qu'on n'aura pas de surprise. Moi, je vote quand même pour une petite surprise pour la consécration de ce long process. Une bonne ou une mauvaise surprise? Une heureuse surprise. Yes. Bon, après, je me trompe aussi souvent que j'ai raison, donc on va... Dans tous les cas, on est d'accord pour dire que peu importe le scénario qui se déroulerait, admettons, ça y est, c'est le feu d'artifice absolu en 2024, le truc continue de monter en full vertical. Peu importe le chemin qu'on va prendre, à l'image de 2023, il y aura tôt ou tard un retracement et probablement majeur au cours de l'année 2024. Enfin, depuis que le marché crypto existe, globalement, et allez, si on regarde depuis les 5 dernières années, ça a été extrêmement rare qu'on ait une année pleine sans avoir un retracement de moins 20, moins 30, voire parfois moins 50%.
Donc là, moi, le postulat aussi, je me dis que ça fait quand même pas mal de temps qu'on monte. Quand on regarde, là, peut-être au début, c'était un peu moins vertical, la première phase ici, où on était passé de 15 000 à peu près 30 000. Et là, on a attaqué un truc qui est un peu plus pentu finalement, avec très peu de consolidation. Enfin, on a quand même eu un mois à plat ici autour de 40-42 000. Et derrière, la sensation de vouloir faire FOMO un peu tout le monde aussi, ce qui est le but, hein, puisque les communications institutionnelles de tous ceux qui agitent le drapeau là, de l'ETF Spot sont très positives. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des pubs, et les pubs dont des spots télévisés qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Il y avait 2-3 qui ont des spots qui sont prêts à dégainer, et ça va tourner sévèrement. Ça n'est pas sans rappeler un peu l'introduction en bourse de Coinbase en avril 2021, et on sait très bien ce qui s'est passé derrière. Donc, moi, je suis sur une certaine neutralité où je ne demande que ça, à me laisser surprendre positivement par le Bitcoin qui, depuis un an, nous a apporté beaucoup de positifs. On ne va pas dire le contraire. Mais comme d'habitude, en tant que personne qui désormais a quelques années dans les pattes du marché crypto, et je m'étais bien ramassé les dents comme tout le monde au printemps 2021, et avec cette introduction en bourse de Coinbase où j'étais plus bull que jamais. Voilà, on apprend aussi de nos erreurs au travers du temps, et encore heureux. Et c'est vrai que c'est un peu, malgré la consécration dont tu parles, Bitcoin, et je suis tout à fait d'accord avec toi, les fantômes du passé où tu te dis, quand c'est trop beau pour être vrai, il y a toujours un petit virage en épingle au bout de la route, et parfois ça peut piquer. Et le truc aussi qui me retient un peu pour 2024, après, ça reste de l'anticipation. Probablement que c'est de l'anticipation aussi un peu pessimiste quelque part. Mais je me dis que si 2023 a été très porteuse pour le marché américain, pour le SP500, on a eu une très très belle remontada, etc. Ça, on revient chercher les points hauts, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me dis, au bout d'un moment, c'est pareil. On a eu quasi 10 semaines de hausse consécutive pour le SP500. On a quelques actions qui capitalisent énormément. Il y a bien un moment où on va avoir une respiration un peu plus profonde, et qui dit respiration un peu plus profonde sur le marché américain dit peut-être respiration aussi par corollaire d'un marché crypto qui aura bien progressé depuis un an. Donc c'est ça qui me retient un peu pour 2024. Et comme on le disait tout à l'heure en intro aussi, il y a ce fameux timing où théoriquement, si on observe les cycles précédents, c'est plutôt censé être en 2025, le gros de l'expansion. Or là, pour la première fois, et comme tu l'as justement décrit, on a 2 événements majeurs qui viennent en parfaite collusion sur ce début 2024, avec une approbation ETF Spot qui aura pris des années et des années à venir et à aboutir, et le fameux halving qui s'aligne parfaitement au printemps 2021. Donc, je serais tout aussi partagé de dire qu'on peut très bien revoir l'ATH 70 000 $ en 2024 que de revoir 30 000 avec un retracement majeur. Et si on me posait la question là de suite, je serais bien embêté de devoir choisir. C'est mon mood du moment en tout cas. Bon, ça consolide toujours un moment ou un autre. De toute façon, effectivement, on sait très bien que ça ne monte pas en ligne droite et qu'il y aura des profits à prendre à un moment. Je ne vois pas une hausse continue pendant 1 an et demi. Ça me paraît un peu gros. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Là où il faudra vraiment être affûté, ce sera post-ATH. Hein. Là, pour l'instant, c'est l'entrée. Hein. C'est pas encore non plus. Ouais. Ça reste encore gentil. Ouais. La saisonnalité, en tout cas, elle est très bonne. 2024, en général, pré-post-halving. Donc, normalement, je pense que saisonnalité parlant, donc on a en général, les fins d'année ont été très bonnes, c'est le cas, et on a une conjonction de plusieurs choses. La question aujourd'hui, c'est juste, est-ce que ça reste souvent du second thinking. Si on réfléchit, premier degré de pensée, ETF is good parce que l'argent va arriver. Bah oui, ça c'est vraiment le premier degré. Évidemment, les marchés sont en second degré. Ils ont déjà anticipé que ce sera bon, donc ils l'ont déjà acheté aujourd'hui. Et c'est juste la question de savoir, est-ce que cette
première vague de spéculateurs qui a déjà anticipé finalement l'effet positif du Bitcoin, de l'ETF, a fait valoriser le Bitcoin plus que de raison aujourd'hui par rapport finalement à l'effet concret de l'ETF. Est-ce qu'ils seront prêts à boucler et prendre des profits pour refaire redescendre finalement cette haute valeur en espérant avoir pu tromper d'une certaine manière des acteurs qui pensaient au premier degré. Mais voilà, après, la question c'est est-ce qu'on peut être au troisième, peut-être au quatrième degré, etc. Voilà ce qui se joue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a les sell de news souvent sur des bonnes news, parce qu'elles ont été anticipées aisément avant. Moi, je tiens ce pari. C'est parce que vraiment, on me demande mon avis, mais honnêtement, nous, de notre côté, on est long depuis début octobre. On était à 27K pour notre entrée principale. Qu'on soit aujourd'hui à 46 ou dans 24 heures à 40, ça ne va pas changer grand-chose, ou même à 38. Bon, ben voilà, il y aura eu de la volate. On n'aura peut-être pas su timer une sortie parfaite, mais c'est pas ça. Nous, on est sur des swing trades quand même beaucoup plus longs que ça. Donc là, pour moi, c'est un bel event, mais c'est un non-event. La question, on me pose la question. Moi, je pense que la plupart des acteurs ne sont pas vraiment au courant que, voilà, je me répète une troisième fois, que c'est vraiment quelque chose qui a été attendu depuis très, 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 très longtemps. Et c'est la concrétisation de beaucoup d'avancées pour le Bitcoin. Et il y a 10 ans de ça, jusqu'à même 7-8 ans, parce que ça a été rejeté en 2017. Il y avait de nouveau aussi le Winklevoss qui avait relancé le dossier. En 2017, on avait été rejeté violemment, on était à $1,300, on était retombé à $800. La question était toujours la même. Le rejet de la SEC, la SEC, était il est impossible pour nous de faire confiance à ce marché qui price le Bitcoin, parce qu'à l'époque, en plus, on avait 80% des échanges qui se faisaient en Chine. Donc là, on avait vraiment... il a fallu attendre vraiment longtemps, et l'introduction de Coinbase en bourse, Coinbase qui a pas été écrasé par des géants comme FTX, Binance, etc. Au contraire, ils sont encore plus forts que jamais. Et au final, c'est une partie du succès des ETF. C'est que Coinbase maintenant s'impose comme échange majeur qui va supporter ces flux très importants. Et voilà, on y est. Et je pense que c'est... voilà, j'ai pris ce pari que ce serait l'acceptation est sous-estimée par les petits spéculateurs du dimanche ou très, très, très bien avisés, mais qui n'ont pas encore bien saisi l'importance peut-être de prendre des TP aussi vite. Ils n'ont pas assez valorisé, à mon avis, l'ETF. Dans tous les cas, en plus, si on en revient à ce que tu disais à l'instant sur la volatilité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand bien même aujourd'hui on est positionné sur le Bitcoin et on s'est positionné, allez, on va dire avec une moyenne honorable à entre 20 et 25 000 $, puisque une fois de plus, on n'est pas les génies du marché qui avons all-in à 15 000, etc. Ça, ça se voit que dans les comptes en général. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui diront oui, enfin voilà, il y aura toujours des profils pour dire qu'ils ont fait mieux que tout le monde. Mais globalement, admettons qu'aujourd'hui on a une moyenne de revient là sur Bitcoin pour un DCA ou quoi que ce soit, ou même pour une personne qui fait du trading actif autour de 20-25 000 $. C'est sûr que théoriquement, en étant aujourd'hui à 45 000, 46, 47 ce soir, si on a une baisse en retour, allez, ne serait-ce que, comme tu disais tout à l'heure, autour de 38 000, voire 35 000 $, où on a quand même un support assez majeur désormais, c'est de la volatilité qui peut s'accepter et qui doit s'accepter, notamment pour les personnes qui font de l'investissement. Ce que j'essaie de dire, en fait, pour résumer ce que tu disais aussi toi de ton côté, c'est qu'une personne aujourd'hui qui est investie avec conviction et qui pense qu'à un horizon de temps de 12 à 18 mois, en voyant à minima 2024 et peut-être à cheval sur 2025, si on vise ne serait-ce que le retour à l'ATH à 70 000 $, effectivement, c'est dommage de sortir un peu trop tôt que de laisser le cycle se dérouler et de voir où nous en sommes. Et ça, c'est clair que quand on est dans les phases primaires de ce qu'on peut qualifier par la suite de bull run ou de bull market, c'est vrai que c'est assez dommage sur les gros gagnants du portefeuille de parfois couper trop tôt, surtout si on a mis les 2 ans de bear market ou 18 mois à accumuler petit à petit, à bien faire son travail en amont et derrière de sortir
potentiellement avec juste un x2 ou quelque chose dans ces eaux-là. Et d'un autre côté, on ne peut que recommander régulièrement de prendre ses profits quand il y en a et de ne pas viser trop haut, trop grand. Et donc, il y a le discours, tu vois, qui est un peu ambigu aussi, à se dire, on ne peut que recommander aux gens, quand ils ont fait des gains, de les sortir à un moment donné, c'est le but ultime. Mais d'un autre côté, il y a toujours ce truc où il y a aussi la psychologie humaine qui entre en compte, où on va en vouloir toujours plus. Si demain, voilà, je donne un chiffre complètement au pif, Bitcoin est à 70 000, que fin 2024 ou fin 2025, il est à 100 000, il y aura plein de gens qui vont jamais prendre aucun profit, qui l'attendront à 120, 150, 200, etc. Et si jamais on n'y va pas, exactement comme à l'époque quand on s'était arrêté à 69 000 et qu'on n'a pas vu les fameux 100 000 $, eh bien, par la suite, il faut assumer aussi de voir l'actif retracer assez conséquemment. Donc, il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Mais c'est vrai que quand on recoupe toutes les données, si vous avez un prix de revient à 20-25 000, voilà, quand on est à 40-45 000, c'est pas encore la surchauffe absolue. C'est ce qu'on essaie de dire. Quand on compare au cycle précédent, on est toujours dans les clous d'un pré-cycle en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, à compter de 70 000 $ et peut-être un jour, si on s'approche des 100 000, moi de mon côté, je me suis toujours dit que prendre des profits déjà à compter de 70 et entre les 70 et les 100 000 pour ce cycle, ça serait déjà pas si mal. Après, si on nous offre plus de 100 000 $ pour un Bitcoin pour X ou Y raison, et peut-être que l'ETF sera la bonne raison, comme tu disais tout à l'heure, avec une sous-cotation de ce que peut apporter en termes d'impact ce genre de nouveaux marchés, eh bien, voilà, ça sera que du bonus. Mais c'est là où, pour les nouveaux arrivants au marché crypto, ou voire même ceux qui ont juste un cycle de 2, 3, 4 ans, c'est assez difficile de faire la part des choses de quand il est le bon moment opportun de sortir. Et d'un autre côté, je crois que c'est une discussion qu'on avait eue lors des premières masterclass ensemble avec Bitcoin, justement, où tu disais que parfois il vaut mieux attendre un tout petit peu trop, quitte à se prendre le moins 20, moins 30% qui va arriver sur un blow-off top, plutôt que de sortir trop tôt et de voir son champion, entre guillemets, continuer de partir sans pouvoir re-rentrer dedans, puisqu'ensuite on attaque des phases très verticales. Donc c'est un sacré casse-tête, il n'y a pas de méthode miracle, mais voilà, on essaie de vous donner le meilleur de ce qu'on a pu glaner au cours de notre propre expérience. C'est ça, à vouloir jouer, gagner petit, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais de déjà TP, je ne sais pas comment expliquer, mais à vouloir prendre des profits assez rapidement, on peut se mettre face. Quel est le risque en face? C'est que, imaginons, je prends un exemple, c'est un TP qui a été fait pour un particulier, il a peut-être gagné 20 000 $, 20 000 euros, parce qu'il avait fait une superposition entrée à 25 et il décide aujourd'hui de vendre à 45. Ça lui fait un petit boni et peut-être 20 000 euros. Le risque dont on ne parle pas, c'est que quand il verra le Bitcoin qui sera peut-être à 150 000, il se dira, mais mince, quoi, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il va reprendre ces 20 000 qu'il avait gagnés bien au chaud quelques mois auparavant, et c'est là qu'il va les mettre, parce que c'est comme ça que ça arrive, principalement, tout le monde. C'est l'investissement qui se fait en FOMO au pire moment, et il risque de les mettre à 150 000 le Bitcoin, et qui va à ce moment-là corriger jusqu'à 70, et il va perdre une bonne partie de ses bénéfices. C'est ça le problème, à vouloir peut-être sortir assez rapidement, c'est s'exposer ensuite à vouloir rentrer avec un contre-timing par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça avec beaucoup de stratégie et de planification quand même. Voilà, il faut vraiment planifier comment on veut aborder le marché. Et c'est très important parce que sans plan, on est généralement voué à être ballotté et prendre à contre-temps finalement les réinvestissements futurs. Et après, il y a aussi une autre possibilité. Là, on parle beaucoup de prise de profit et donc de vente, mais en tant que DeFi Boy, je suis obligé de dire que le BTC est aussi un bon collatéral
Et alors après, bien sûr, avec des risques un peu différents que le hold pur sur une ledger, mais qui permet aussi, sur une vision, on va dire, plus long terme, euh, d'avoir, de pouvoir en fait utiliser un peu son capital de Bitcoin. Et si on se débrouille pas trop mal, et si on veut les garder plusieurs années, par exemple, parce que là, c'est toujours facile quand on est en début de bull run de se dire ouais, on va les garder 5 ans, etc. Parce que on sait qu'ils vont monter très haut, qu'on aura eu tendance à vouloir les vendre. Il y en a qui. Alors, je parle pas forcément de la totalité de votre bag, mais vos bitcoins entre guillemets long terme, vos bouts de bitcoin long terme, des fois ça peut être intéressant d'emprunter contre et de les garder comme ça, et d'utiliser cette hausse pour rembourser sa dette et en final ne jamais avoir à les vendre, quoi, grosso modo. Et ça, je pense que sur un play long terme, ça peut être quelque chose qui est intéressant parce que ce sera toujours, si la crypto et si Bitcoin est encore là, ce sera toujours un collatéral qui sera intéressant parce que valorisé. Yes, je souscris totalement à. Donc l'idée en fait, c'est de se dire que la croissance, bon an mal an, d'un cycle Bitcoin, s'il est vraiment haussier, sera plus haute en termes de pourcentage annuel que le taux d'emprunt, qui est souvent autour de 4, 5, 6%. Et on se dit, bon, bah, sur 2 ans, j'estime quand même que le Bitcoin va augmenter peut-être de 15%. On est vraiment assez conservateur. Et ça justifie en effet de faire un prêt et de ne pas vendre du coup l'actif. Et cet actif, bonne surprise, il va peut-être faire 200%. À ce moment-là, en fait, on va vendre un pouillème de Bitcoin pour rembourser son emprunt. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que c'est aussi un gros plus pour l'ETF. C'est un peu moins fréquent en Europe, mais beaucoup dans des pays anglo-saxons, etc., ça se fait beaucoup. Des prêts, en effet, sur portefeuille d'actions. On appelle ça des prêts lombards, loan on equity en anglais. Et la plupart des gens qui avaient des bitcoins ne savaient pas les valoriser, parce que c'est peut-être pas non plus très impliqué peut-être dans les cryptos, mais demain, des familles riches ou des gestionnaires, etc., pourront en effet avoir des prêts sur des bitcoins ETF, ce qui va en effet valoriser cet actif. Et il y avait même des questions qui étaient assez il y a cette question qui s'est posée au sein d'une communauté francophone crypto. Qu'est-ce que vous faites de vos bitcoins? Vous n'avez pas envie de les convertir en ETF pour justement pouvoir débloquer des prêts classiques, beaucoup plus liquides, avec des meilleurs taux, etc. Et en effet, la question se pose. Certains disent, ben non, moi je garde la custodie, je ne veux pas payer 0,2% par an, mais la custodie, c'est quand même des coûts. Je veux dire, c'est une bonne custodie personnelle. Ça demande quand même un système de sécurité qui n'est pas anodin, qui comporte des risques. Après, c'est la beauté de l'expérience. Mais en tout cas, la question s'est posée. Et si elle se pose au sein même des communautés crypto, je vois très bien voir poindre cet intérêt chez les professionnels. Et pour répondre à la question de Makumazan qui dit le problème, effectivement, c'est que si tu empruntes des stabs sur AAV, par exemple, en mettant en collate, et que tu transformes, que tu as besoin de ces stabs pour la vraie vie et que tu les sors, tu vas effectivement payer des taxes dessus. Je comprends effectivement ta chose. Je pense que la législation actuelle n'est pas à jour. Je vois d'un très bon œil l'arrivée d'institutionnels qui vont expliquer ça de façon très compréhensible et appuyée, comme quoi le fait que faire un crédit dans une banque ou mettre un collatéral, que ce soit un lingot d'or ou un bitcoin, au final, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, je suis assez confiant pour les années à venir que la collatéralisation d'actifs crypto dans le futur puisse être considérée peut-être même avec des custodies qui soient des custodies de banque. On a vu qu'en France, il y a énormément d'acteurs qui ont passé des PSAN, des agréments PSAN, et quasiment la totalité de ces agréments PSAN sont pour de la custodie. Donc, ça peut très bien vouloir dire que ils veulent soit pouvoir l'utiliser en collatéral pour leurs clients qui auraient de la crypto et qui voudraient emprunter des fiat, par exemple, et donc pas passer en DeFi, mais passer en finance traditionnelle, on va dire, pour du crédit. Mais je pense que ça peut être aussi le cas pour de la DeFi qui peut être intégrée directement via des outils de finance traditionnelle. En fait,
moi, je reste persuadé que les outils de finance décentralisée sont des outils efficaces, beaucoup moins chers que ce qui existe dans la finance traditionnelle aujourd'hui et qui seront amenés à être utilisés en règle générale quand le niveau de sécurité sera satisfaisant par des acteurs financiers traditionnels. Je pense que le collatéral ETF BTC sera beaucoup plus facilement accepté par énormément de banques, parce que ce sera peut-être côté US. Moi aussi. Je montre à l'écran ici les cycles, parce que ça me faisait un peu. Je réfléchissais, je ne comprenais pas trop pourquoi Cryptomatrix me parlait de 2025, parce que la plupart des cycles, on est justement dans l'année de la. Si on se rapporte au cycle précédent, dans la maturité du bull market. Ce sera pour. Normalement, c'était à compter du halving où tu avais un petit délai de 9-12 mois à peu près. Donc, c'était par rapport au halving. Après, si on s'en réfère aussi aux années, comme on a passé l'année 2022 où c'était le gros du bear, 2023 récupération, et après, tu as une année comme ça. Faudrait que je reprenne tous les cycles, mais normalement, c'est sur la troisième année roulante où on a le gros de cette expansion. Le dernier halving avant celui-là, c'était quelle année déjà? Du coup, c'était 2020. 2020, ouais. Ouais, donc en gros, c'était arrivé l'année post-halving. Donc là, on a ce qu'on appelle les époches, 50, Ouais. 25, 12,5, et donc on est dans les poches 4. Ouais, 6,25. On est celle qui est en bas, la verte. Ouais, ça Ouais, peut. donc si on- Après si on le se halving, mais réfère du coup, au- après le halving, on serait quand même cette année-ci, Allez-y. quoi, 2024. Donc, Ouais. je pense que ce sera cette année-ci. Enfin, Ouais. je porte pas énormément d'intérêt à me référer au passé. Chaque cycle a été différent, ça se voit d'ailleurs. Mais on y est quand même, malgré tout, comparé au passé. Ça va faire plaisir à ceux qui attendaient moribond depuis 2022. Parce qu'il y en a aussi qui sont rentrés malheureusement en plein bear market, et c'était mon cas à l'époque en 2018. J'ai commencé à mettre mes premiers deniers dans le marché crypto. J'ai laissé passer 2017 en regardant comment ça se passait, mais j'avais pas d'argent à y injecter. Et malheureusement, 2018, ça a été la croix et la bannière. Mais c'est aussi un apprentissage à la dure quand tu commences à investir en bear market, qui derrière te forge pas mal, et tu apprends aussi beaucoup de choses, parce que soit tu apprends et vite, soit tu jettes l'éponge et tu te dis ok, je suis con, j'ai perdu de l'argent, et tu passes à autre chose. Et je pense aussi c'est le cas de beaucoup de gens qui font ça. Je voulais partager le petit chart, puisque depuis tout à l'heure on parle de Bitcoin, mais il y a quand même autre chose que Bitcoin dans le marché crypto. Bitcoin dans la C'est vie. le crypto total 2 des altes qui nous a fait un joli pullback la semaine dernière autour des 700 milliards, et qui nous rajoute une dizaine de pourcents, et sur lequel on n'est toujours pas vraiment parti. Et c'est également le cas de Ether qui est en train de consolider ici. On a une toute petite box entre 2100 et 2400, allez, 2380 pour être un peu plus précis. Si jamais on enfonce la zone ici des 2004, ça peut se libérer assez conséquemment, et on pourrait avoir donc les altes qui continueraient de nous offrir certaines choses, tout en ayant bien en tête que pour l'instant, c'est Bitcoin qui lead. On l'a vu au niveau de la Bitcoin dominance. Donc là aussi, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai déjà mes bagues qui sont faits, donc je n'ai pas spécialement envie ou besoin de bouger des choses à court terme. Mais si j'avais pas de Bitcoin en portefeuille, j'aurais quand même la goutte au front, tu vois, à court terme. Je suis pas mécontent d'avoir pris le parti pour ces 18 derniers mois, d'avoir mis des Bitcoins de côté, quoi. Moi, en tout cas, en ce qui concerne Ether, je suis quand même serein. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que l'action de prix, elle est assez comparable à ce qu'on a eu avant. On a toujours un démarrage d'Ether qui est lent, mou, vraiment long. Et on a également aussi
on a aussi une pression vendeuse, et on l'a toujours assez importante sur Ethereum, parce qu'on a quand même Celsius qui, pendant toute la montée là qu'on vient d'avoir, a vendu pour 180 millions de dollars d'Ether, et quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et là, ils sont en train d'unstacker petit à petit leur stack Ether. Ils en ont pour 800 millions de dollars. Alors, je pense pas qu'ils vont tout vendre, mais je pense qu'ils vont en vendre une partie. Et je pense que c'est ce qui a aussi capé un peu le prix de l'Ether. En tout cas, on voit qu'il n'est pas trop descendu. Et on a quand même de la vente de la part de ce genre d'acteurs. Euh, donc, je pense que ça explique le fait aussi que ça compresse, on va dire, un petit peu. Mais c'était déjà le cas en 2019-2020. Ça avait la même gueule, quoi. Franchement, le chart, il avait la même gueule. Et quand ça a été libéré, pouf, ça a sauté comme un bouchon de champagne. La question que je me pose, du coup, c'est est-ce que, au vu de ce qui débarque là dans les 3-4 mois pour BTC, on peut avoir une quelconque alt season ou une résolution positive pour les alts dans le même laps de temps? Ça me paraît un peu ambitieux. Ça sera peut-être, si c'est le scénario dont parlait Bitcoin tout à l'heure, qu'on a un BTC qui nous fait une belle poussée au cours de 2024, faudra attendre un peu plus tardivement dans l'année pour vraiment récolter les fruits par ruissellement du côté des altes, et bien que c'est pas forcément vrai pour ce cycle en particulier, puisque je sais pas ce que vous en pensez, j'ai la sensation que l'argent devient de moins en moins bête et se dirige de plus en plus que soit vers les projets porteurs où on a une certaine vélocité justement de cette répartition du flux de capitaux qui a tendance à aller que sur des dossiers bien particuliers. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti 2023, mais on a la sensation que la foire au shitcoin, ça ne sera pas les institutionnels en tout cas qui l'alimenteront. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, Bitcoin, style de show, c'est un peu la vedette des dernières semaines et des peut-être prochaines semaines. On sait très bien que les choses changent quand même rapidement dans les cryptos, qu'un mois, deux, c'est une éternité. Il y a 2 mois et demi, on était quasiment au plus bas du sentiment. Bitcoin avait peiné à passer les 25 000 $. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas... Là, vraiment, là, le focus, c'est Bitcoin. Il peut pousser, mais sa poussée sur plusieurs mois va faire naître d'autres dynamiques. Hein. Ce ne sera pas une dynamique unique. Hein. Donc, il va y avoir des dynamiques multiples. Là, je pense qu'il peut mettre allez, un graphe qui fait peur, évidemment, c'est THBTC. Il risque de pousser, de faire un plus bas sur THBTC, mais je ne vendrai pas la peau de l'ours pour me dire qu'il n'y aurait pas un rebond potentiel dans ces zones-là qui me paraissent intéressantes. D'autant plus qu'à mon avis, la narrative ensuite va shifter. Ce sera pricé sur Bitcoin correctement. Et puis, la même phénomène de spéculation vont arriver sur les ETF Ethereum. Et ça avait déjà fait des réactions il y a quelques mois. Je pense qu'ensuite, peut-être que Ethereum sera la star du show. Donc, il y aura son ETF en temps en heure. Hein. Ouais. Et puis alors, par contre, je souscris que là, on a eu vraiment une poussée de mid et small caps depuis mi-octobre qui ont été favorisés évidemment par du trading retail, je pense. C'est certainement pas institutionnel, ou alors des institutionnels très pointus, de niche. Donc, il va y avoir encore énormément de phénomènes de dynamiques différentes. D'où l'intérêt de ne pas tomber amoureux de ses actifs. Hein. Parce que je crois que Manu est quand même amoureux aussi de. Oui, non. Alors après, Ether, pour moi, le narratif est un peu différent encore parce que on a la même chose sur tout ce qui va être, comme je disais, utilisation en collatéral si on le veut, mais on a aussi tout ce qui est stacking, etc., et qui donne un actif avec un rendement. Et ça, c'est un peu différent par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire que tu peux tirer du 4, 5, après tout dépend, mais je pense que quand on va avoir un bull run avec les frais de transaction sur Ethereum qui vont exploser, je pense que le rendement sur le stacking va être très sympathique.
et on a un actif enfin, moi, j'ai déjà fait des jours à 30% de rendement sur de l'Ether quand le gaz explosait, quoi. Alors, en levier, hein, j'entends, mais même sans levier, c'est quelque chose où tu peux monter à 7-8%. Et ça reste intéressant, pareil, dans une vision long terme. Après, de là à dire que je garderai mes Ethers contre vents et marées jusqu'à ma mort, non, je te rassure. Je pense effectivement qu'il y a des moments où il faut savoir se débarrasser de certains actifs, et même de ces actifs qui paraissent être bons sur le long terme. Il faut quand même savoir prendre un peu de profit de temps en temps, sinon c'est les autres qui le font et le marché qui prend les profits pour toi. Et toi, tu restes sur le quai, j'ai envie de dire. Dans le train qui va dans le mur. Le rendement pour moi d'Ethereum est très séduisant. Il ne l'est pas aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont très hauts. Et en effet, ça va se révéler de plus en plus et de manière exponentielle, à mon avis, une fois qu'on va faire baisser les taux. Et là, on aura en effet un actif très attrayant. Aujourd'hui, ce n'est pas très attrayant parce que tu as des bons d'État américains qui sont à 4-5%, le même rendement que finalement Allez, après, c'est pas les mêmes rendements. Il y a un rendement return absolute, c'est-à-dire en dollars, et l'autre, c'est un rendement en actif. Mais il y a moyen de 7G avec des stratégies un peu plus complexes. Donc, clairement, là, c'est pas mis en valeur. Ça le sera plus tard. Voilà. Je pense qu'en effet, c'est un gros game changer pour les cryptos. Mais pour l'instant, pas récompensé. Et c'est un peu une surprise. C'est assez étonnant. Le risk-off est très bien rémunéré. Pourquoi aller s'embêter? Même avec Sem, on en parlait il y a quelques émissions où on disait que en termes de stablecoin, quel intérêt d'aller risquer son argent pour aller choper 2-3% sur du stablecoin en DeFi quand au final, c'est des trucs que tu peux avoir avec des rendements sûrs sur des produits standards, entre guillemets. Donc, effectivement, le jeu ne vaut pas la chandelle de se rajouter la couche de risque de smart contract, de blockchain, etc., pour faire des rendements qui sont équivalents à ce que tu peux avoir, entre guillemets, sans risque au coin de ta rue. Yes. En tout cas, assez fascinant de voir justement les alts, et quand on regarde le chart d'Ether, ça ressemble un peu au Crypto Total 2 puisque il représente une partie assez importante de ce Crypto Total 2, et d'ailleurs on peut même pousser jusqu'au Crypto Total 3 qui exclut Bitcoin et Ether, et on peut voir que c'est le tout début de quelque chose, la genèse d'un cycle après une énorme purge qu'on on nomme le bear market. Et c'est vrai que on était passé quand même de 1130 milliards au point haut à 288. Donc, je ne sais plus à combien on en était sur celui-là en particulier, mais ça faisait un bon moins 74-75%. Donc, ça n'était pas rien. Et d'un autre côté, on a quand même un bear market, oui, qui a été à l'image des autres bears, mais dans lequel les grosses capitalisations ont plutôt pas mal tenu, notamment Bitcoin et Ether. Après, ça n'a pas empêché Solana de dévisser énormément, mais de récupérer beaucoup aussi ensuite. Avax et tous les autres, tous les gros dossiers. Et même la DeFi, ça avait commencé à dévisser avant tous les autres. Donc, c'est vrai que ça a été relativement rude pour bon nombre de domaines, de dossiers et de portefeuilles. Donc là, si ça peut rejoindre un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, si vous avez mis 2 ans à vous constituer un portefeuille et que vous avez un plan en tête, essayez au maximum de vous y tenir, bien entendu, et de ne pas changer sans arrêt de prérogative en cours de route, sinon vous allez vous y perdre, et d'essayer aussi de prendre du recul par rapport au marché, puisque c'est souvent d'être trop dans l'action aussi qui peut nous mettre à mal, et même au cours d'un bull run, on voit des personnes qui, tellement qu'ils essaient d'acheter, de vendre sans arrêt, d'être dans l'action, finissent par tout perdre. Et ça, c'est aussi une réalité. Je crois que Bitcoin, la dernière fois, tu voulais nous partager quelque chose et on n'avait pas eu le temps, donc ça serait peut-être le moment opportun. C'était un côté un peu psychologie et tout ça. Je ne sais pas si tu avais toujours ton document sous la main. En tout cas, ça avait l'air cool. Et on s'était dit qu'on en parlerait justement sur cette partie 2. Yes. Ici, on a quand même passé pas mal de temps sur l'actualité, évidemment, qui est incroyable. Ouais.
Alors, est-ce qu'on passe sur cette partie-là parce qu'elle sera un peu costaud, il y a quand même pour plus d'une heure, ou on se alors, fixe ça va peut-être partir en partie 3 alors. ou on se refixe un autre rendez-vous, à ce moment-là, on fera que ça peut-être. C'est vrai que là, l'actualité vient de tout chambouler parce qu'on a la sensation que l'approbation peut arriver à tout moment, d'une minute à l'autre, d'ici mercredi, où on avait cette fameuse deadline du 10 janvier dont on a parlé là aussi longtemps en amont. Donc c'est vrai que l'actualité fait que, voilà, on a traité ce soir pendant 1 heure de tout ça à chaud aussi. Et à ce moment-là, ouais, si c'est une émission, comme tu dis, qui peut nécessiter 1 heure et qui est vraiment un peu plus axé sur la psycho, eh bien, en ce moment-là, on fait une partie 3 dédiée à ça et on ne fera pas d'analyse technique cette fois-là ou de discussion de marché pour laisser libre justement moi, ça m'arrangerait honnêtement de dédier vraiment et d'avoir le temps et d'avoir tout le monde avec nous. On peut fixer une date très proche. Je suis assez libre maintenant. Il est déjà très tard de mon côté. Je me lève assez tôt demain matin. Donc, je ne pense pas que ce sera opportun de le faire aujourd'hui, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. D'habitude, de toute façon, on fait 1 heure et là, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, bien que on l'a fait un peu plus tôt, justement, par rapport à 21 heures de d'habitude. Mais effectivement, on essaie justement de tenir 1 heure, puisqu'on sait qu'après, notamment au niveau des replays, il y a des personnes qui ne peuvent pas consulter des contenus trop longs, bien qu'on peut mettre en x2 et tout ça désormais, donc c'est quand même plutôt pratique. Mais dans tous les cas, ça amène à une partie 3 qui sera une partie avec une profonde psychologie et avec les biais aussi de cette fameuse psychologie. Donc voilà, on se retrouve, on va peut-être prendre 1 ou 2 questions pour clôturer, mais on se retrouvera probablement la semaine prochaine pour cette 3e partie. Et en attendant, par rapport à tout ce dont on a parlé ce soir, essayez de ne pas FOMO, de ne pas courir après ce train-là, et tout en ayant en tête, pour ceux qui s'intéressent tout juste au marché crypto aujourd'hui, que dans les prochains mois, voilà, on risque de voir de belles choses. Et en tout cas, on croise les doigts pour ça. Et quand on parle d'opportunités, il faut savoir les laisser aussi parfois venir à soi ou les attraper au bon endroit, au bon moment. Il y a une certaine dimension aussi de chance là-dedans. Donc voilà, essayez de faire en sorte que votre aventure crypto soit la plus raisonnable possible, tout en en ayant bien conscience qu'on est dans un marché crypto qui est volatile, qui est difficile et qui est parfois pas si simple que ça à appréhender. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus d'ailleurs. Donc, on peut faire un petit question-réponse et ouais. je peux peut-être présenter un graphe. Alors, évidemment, ça aurait été difficile de ne pas parler aujourd'hui de l'ETF. Je pense que c'était vraiment impossible. Ça, c'est tout à fait normal. On n'a peut-être pas abordé entre la dernière fois où j'étais venu et aujourd'hui, ça fait plus d'un mois et demi. C'est évidemment l'essor des altes. Je crois que ça nous a vraiment occupés. Là-dessus, j'ai peut-être un petit chart à présenter. On peut le faire soit maintenant. Ouais, je peux peut-être le faire maintenant. Je vais faire ça. Ouais, pas de souci. Voilà, j'ai quelque chose de très simple. Ceci, c'est le graphique small versus large cap. C'est assez facile à faire. On tape others/total3 dans TradingView. Alors pour les puristes, ils peuvent faire total3 parenthèse moins USDT moins USDC. Ça enlève les stablecoins. Et ça donne ceci à l'écran. Un graphique depuis 2017 qui présente encadré, c'était les bull market à partir de début 2019 jusqu'à fin 2021, premier carré, premier rectangle, avec vraiment, on peut appeler ça une accélération, j'ai mis bulle, mais on peut appeler ça accélération, à partir d'un moment où on avait cassé un plus haut en mai 2020, c'était le début de la bulle DeFi qui a ensuite fait naître, après une grosse correction fin 2021, la bulle post-ATH Bitcoin, où on a eu des Dogecoins qui sont passés de quelques centimes à 70 centimes.
pour finalement mourir dans un bear market. 2022, 2023, petit redressement, première cassure, première force, fin mi-2023, pour ensuite, je pointais, ça c'était début novembre, avec le même principe, un rectangle crypto bull market, parce que vous n'êtes pas sans savoir, on l'a déjà quand même répété assez souvent ici, on est en bull market depuis début janvier 2023. Donc là, j'ai repris la même zone dans laquelle évolue ce ratio small large cap, et cette courbe a eu tendance à casser des plus hauts régulièrement jusqu'à finalement entrer dans une zone de plus haut à nouveau fin octobre, début novembre dans le cas de ce screenshot, avec cette même question, est-ce qu'on aura une accélération qui va faire naître un marché fort altcoin? Et c'est ce qui s'est passé tout le mois de novembre. On peut regarder les performances de la plupart des altcoins ont été assez monstrueuses. On a en tête des AVAX, des DOT, des SOL, des NIR, des runes, etc. Pour ne pas tous les citer, on a eu des multiples de prix, et on peut comprendre pourquoi. Voilà, on a sous les yeux une compréhension assez simple. Alors pourquoi on fait ce genre de ratio? Évidemment, quand on favorise, si le graphique en bleu va vers le haut, ça veut dire que les small caps, les petites coins, ont tendance à progresser plus fort que les grosses coins. Ça veut dire que le marché est plutôt accès retail, prise de risque, pour la faire vraiment en 2-2, en mode casino. Hein. Donc, accélération sur des projets de moindre qualité dans lequel l'argent va se déverser. L'argent de profit précédent va se déverser. C'est généralement toujours la même pyramide alimentaire qui se met en place. Et on pouvait décemment s'attendre à des bonnes performances de ce côté-là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, ça c'était dans la suite d'un trade. On peut voir que j'ai fait un update fin décembre. On a continué en ligne droite dans cette phase d'accélération. On sait qu'elle peut avoir, hein, comme la précédente, des plus hauts, des plus bas. Et puis finalement, je vais présenter un chart en live. Présenter. Là, on l'a en live. Voici. Voilà. Et là, on a une légère petite correction. Donc, on a un peu une petite pause dans l'accélération qu'il y a eu sur les alts. Rien d'alarmant. On peut voir que ça peut aller en dents de scie pour finalement, en 2020, je vais remettre ici, 2020, il y avait eu la fin de la bulle DeFi. Ici, on avait attendu finalement le dépassement de Bitcoin. L'ATH Bitcoin, c'était en fin décembre, début janvier 2021. Et puis après, on avait eu aussi vraiment une grosse phase de bulle qui s'était tassée en été et qui avait refini. On avait de nouveau encore eu une belle évolution fin 2021. Là, on est qu'au tout début. On voit que ici, la respiration qu'on a sur les alts est minuscule. Pour avoir un peu plus de volatilité, ça pourrait être justement la news de Bitcoin très fort qui pourrait pousser un peu les alts à prendre moins de risques. Hein. C'est jamais qu'un ratio, un small large cap. Ça ne veut pas dire que si ça baisse, nécessairement les alts baissent. Hein. C'est plutôt les large cap qui deviennent plus puissantes que les small. Mais on est, en tout cas, dans un bull market, c'est sûr. Et on voit comment se comporte la chose. Le corollaire de ça, c'est qu'en bear market, en l'occurrence ici et ici, c'est que les small caps sous-performent. Les gens quittent les projets de moindre qualité pour favoriser justement les projets de qualité. Et donc, ces ratios-là ont tendance à baisser jusqu'à ce qu'ils cassent. Donc, on peut faire même de la TA sur des ratios de ce genre. Ça ne doit pas être chaque fois sur des prix
Ça peut être aussi sur des ratios. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on y est, et on y était, on l'avait noté, et il y a eu de belles occasions qui se sont présentées, de très belles opportunités pour faire grossir son portefeuille et pouvoir profiter d'un bel été sur les cryptos. Voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. Parce que ce qui est intéressant aussi d'un point de vue stratégique, là, quand on suit ton graphique, c'est de faire grossir son portefeuille au moment où c'est des petites capitalisations et ensuite de potentiellement le redistribuer sur des grosses caps qui devraient performer à l'inverse ensuite, en fait. Si on regarde bien, c'est lors du bull run de 2021, finalement, le small cap, large cap était en baisse en 2021. Donc ici, on a 2021, donc il y a eu une première poussée jusqu'à une correction au mois de mai et l'été 2021 qui n'était pas très propice. Ouais. Puis finalement, la fin de l'année a été très forte aussi. Ça a été très très fort. On a eu aussi des multiples qui se sont faits à droite à gauche, fin 2021. Le goal ultime, c'est de spot la fin d'un crypto bull market, et à ce moment-là, de convertir non pas vers des big alt, mais c'est de convertir en USD. Là, c'est de passer cash. Le temps que le bear market s'opère. Et de pouvoir réentrer à nouveau dans un marché avec le cash engendré et de pouvoir à nouveau refaire des multiples sur son capital. Et de savoir quand on sera à la fin de ce fameux crypto bull market. Donc ici, j'ai mis de manière totalement au hasard, mais ça pourrait être là, ça pourrait être ici. C'est ça un peu l'idée, quoi. Ouais. Et au niveau du roulement, par rapport à ton graphique, tu te positionnerais où et quand, justement par rapport au moment où tu favorises Bitcoin, par exemple, et le moment où tu favorises plutôt les alts, et notamment des alts éloignées des grosses caps. Parce que là, au plus le truc il monte, au plus c'est les petites capitalisations, mais ce qui veut dire que quand il retrace aussi, au niveau de ce chart, ça veut dire qu'on a de l'argent qui repart sur les grosses caps. Oui, exact. Donc là, on a juste une toute petite respiration quand même. Ce qui était intéressant de voir, c'est vraiment à quel moment on va vraiment accélérer. Et je me répète quand même, mais novembre, ça a été un mois incroyable. Donc on a eu, nous, des portefeuilles spéculatifs altcoin. On a plus que doublé notre portefeuille. En prenant des Hinge, des NIR, des AVAX, des SOL, alors que le Bitcoin a fait sur ce mois-là 40%. Et on a vraiment battu le benchmark, c'est un peu notre objectif. Et là, depuis quelques jours, en daily, on a réduit la voilure et on remet en effet, on désinvestit cette partie altcoin et on remet un peu plus sur l'exposition Bitcoin. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on est à 90% exposé Bitcoin. Il y a encore une semaine, on était à 70% Bitcoin, 30% alt. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, on est à 90% Bitcoin, 10% alt. On a micro-respiration. Et on avait envie d'être positionné avec cet objectif ou cette analyse qu'à mon avis, le TF est sous-pricé, n'est pas encore assez pricé. Donc on voulait se recroqueviller d'une certaine manière sur le Bitcoin. Et dans 2 semaines, ça sera peut-être complètement différent. C'est très changeant. Mécaniquement, de toute façon, dès qu'il y a la Bitcoin dominance qui remonte aussi, forcément, ça fait mal aux altcoins, quoi. Et encore qu'on a eu de la chance sur les mouvements récents de voir qu'il y a beaucoup du SDT qui est mint et du pognon qui rentre, du pognon frais, quoi. Yes. On peut voir tous les charts ont explosé à partir de mi-octobre. Prendre une crypto list. Bitcoin. Je vais partir dans les Bitcoin avec du RSI ici quand c'était. Attendez. Je sais pas comment ça, oui. À partir de
Donc, je vais chaque fois montrer la fameuse, le mi-octobre, on a cette chandelle-là, par exemple, sur ICP. Je vais peut-être un petit peu dézoomer. Là, c'est BSV, pareil, mi-octobre. Ici, pareil. Ça, c'est vraiment inversé, hein. Sur Crow. Là, ça ne se voit pas. Say, pareil, c'était en down. Ça a complètement été renversé. H-bar, Ave, qui a explosé mi-octobre d'un énorme triangle descendant de plus d'un an. Ici, pas grand-chose sur ETC, pas grand-chose sur Atom. Atom, un gros sous-performeur d'ailleurs. Ape aussi. Filecoin, pareil. Ici, pareil. NIR, explosion. Ouais, NIR, ça a vraiment été extraordinaire. Hein. AXS, chaque fois. Ça, on n'a pas. Hop, pareil, on était ici. Explosion. Toujours la même date. Ici aussi, STX. Pareil, Inge a explosé son Inge, ATH pour faire des ATH infinis. Ouais, ça a été vraiment une remontada complètement folle hein, pour Injective. ZEC, alors là, c'est vraiment un crypto-fail projet. Peut-être qu'un jour, il fera il quatuplera quand il sera $1. Là, no comment. Mina, explosion. IOTA, il a fait un petit truc un peu particulier en novembre. Est-ce que c'est une narrative autour de la deep-in? On en pourra en parler ça la prochaine fois. Tezos, un peu un fail. Là, rien de particulier sur CRV qui est très compliqué. Très très compliqué, mais je préfère le graphe CRV contre TH. On voit ceux qui peinent en tout cas à se retourner comparativement à d'autres qui ont déjà repris un momentum assez frénétique. Hein. Voilà le graphe CRV-ETH. C'est en fait un bear market depuis le début, avec une consolidation qui a cassé, et qui continue à baisser, et qui consolide, et qui sera peut-être encore prête à baisser, et ainsi de suite. Alors que c'est un projet qui est très smart, hein, mais avec une utilité, etc. Donc c'est pour ça que il faut... voilà, c'est comme ça. C'est fondamentaux ne peuvent pas toujours expliquer la valeur, voire très rarement expliquer la valeur. Donc on était dans quel coin? Je ne sais plus. Je sais pas, je reprends un peu au hasard. Voilà, on a vu la démonstration. VeChain, même des projets extrêmement vieux, on voit qu'ils ont tous fait une chandelle au même moment. C'est pareil. Voilà le genre de choses qu'on a envie de voir. Hein. Ce qui s'est passé, donc le fameux mi-octobre, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et là, quand on est prêt à affûter sur le capital, c'est one shot et multiple. Là, c'est quasiment impossible d'avoir le même taux de succès, comment on appelle ça, de conviction pour se placer et enfin avoir le vent dans le dos, en fait. Et ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. Et tu penses qu'il y a toujours des acteurs qui tiennent le marché et qui font bouger un peu les cours comme ils l'entendent, surtout sur les mid-cap. Parce que tu vois, tout à l'heure, je disais à CM, ce matin, je crois, ou cet après-midi, je disais, tu as vu ce beau dump des alts avec un Bitcoin qui ne bouge pas? Ça sent les mecs qui sont en train de faire leur bascule, où ils vendent un peu tout ce qu'ils ont eu en gain en altcoin pour aller acheter du Bitcoin pour préparer l'annonce de l'ETF, tu vois. Ouais, ça joue beaucoup sur la narrative. Est-ce que c'est de la manipulation? Je pense que c'est on a fait une certaine il faut être nombreux. Ma question, c'est est-ce qu'il faut être nombreux, tu vois, pour arriver à imprimer des mouvements comme ça? Ce sera... Est-ce qu'on a vraiment des gros... je veux dire, les marchés, depuis qu'ils existent, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, c'est une force motrice des marchés. C'est ainsi. Il faut éviter ces pièges. Après, si on n'est pas focus trop sur les prix et qu'on regarde les signaux, c'est-à-dire les signaux, c'est vraiment
Est-ce qu'on est en bull market? Oui, depuis janvier 2023. Est-ce qu'on remarque ceci, cela? Et qu'on se positionne juste pour capter la marée, en fait, les vagues t'éclaboussent pas. Là, aujourd'hui, on voit, oui, il y a eu un rebasculement, je vois très bien ce que tu veux dire, mais si tu as fait tes devoirs, ton positionnement, ce genre de vague ne t'éclabousse pas, en fait, t'es déjà bien. Non, je suis d'accord. Non, c'était bien plus dans la prédiction, tu vois, de voir un peu ce genre de mouvement en se disant, souvent on a des dumps où il y a tout qui dump, tu vois, et souvent c'est BTC qui donne le là et il y a tout le reste qui suit. Mhm. Et là, c'était marrant de voir que pour une fois, on sentait, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti avec mon expérience, de me dire, tiens, c'est en train de dumper, enfin, tu vois, on est en train de finir la rotation et je pense que ça repart sur Bitcoin. Alors, je pensais pas que ça repartirait dans la journée, pour dire la vérité, mais pour préparer la news des ETF et acheter le cas échéant si. Ouais, clairement, la semaine dernière, il y a eu un gros mouvement en l'espace moins d'une heure. Clairement, le marché est nerveux. Ouais. Mais c'est le lot de tout marché haussier. Il y a une certaine nervosité. C'est vrai que c'était assez surprenant. Et je pense qu'on a. Allez, on est dans une phase de marché un peu plus amateur. Et en effet, où il y a peut-être un peu plus de mouvements qui peuvent être induits. Parce qu'on a perdu des gros acteurs importants qui ont eu trop peur du marché ou qui ont abandonné ou jeté l'éponge ou qui sont plus présents par faillite, j'en sais rien. Donc oui, je crois qu'on a un marché là qui est un peu plus amateur et qui voit ce genre de mouvement. Mais de là à dire que c'est manipulé, etc., ça reste assez Non, logique. quand je dis manipuler, c'est pas forcément manipuler. Tu vois, de genre cousu de fil blanc, mais que voilà, tout le monde a un peu, psychologiquement, tout le monde a un petit peu les mêmes idées, tu vois. Ça peut être ça aussi, c'est ce que tu sous-entends. Tu vois, Ouais. que tout le monde pense un peu la même chose au même moment et que ça a tendance à se réaliser, d'autant plus que s'ils sont vraiment en ligne sur le moment, la vision de ce qu'ils pensent se matérialise devant leurs yeux et peut amener les gens justement à effectuer ce genre de move, Ouais, quoi. clairement. Après, il y a quand même eu des trucs assez ridicules sur les mêmes tokens basés sur Solana. Je veux dire, on reprenait les mêmes travers, quoi. Ouais. Mais ça, moi, je me demande si c'était. Ça, pour le coup, tu vois, Solana, moi, j'ai pas pris la vague parce que j'étais pas rentré assez tôt, mais, j'ai vraiment eu. À chaque fois, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plein de sol à dump et que c'était une sorte de prix qui est vraiment très manipulé et j'ai l'impression que les gens qui rentrent dedans peuvent avoir la chance de servir d'exit liquidity, tu vois. Je parle de Pour, Bonk, certains qui a acteurs. fait Non, 300. je parle pas de donc, mais je parle de sol. Et bon, quoi, c'était marrant, quoi. Tu achètes un téléphone, tu le rembourses, mais tout le monde n'allait pas se faire rembourser son téléphone, quoi. Ah oui, c'est ça. Et on ne peut pas s'empêcher de retrouver les mêmes travers, quoi. C'est quand même incroyable. Et là, on a reproduit limite la fin des bull market avant qu'il y ait vraiment. Ce qu'on voyait Est-ce qu'il reste souvent que les post-ATH. Post-ATH du Bitcoin, on le voyait arriver après quelques mois. Et là, on l'a déjà fait avant même qu'il y ait eu un ATH du Bitcoin, quoi. Il On reste est que quand les même malades incorrigible. mentaux, c'est pour ça, quoi. Mais et d'ailleurs, ça me fait poser une question. Est-ce que après chaque cycle, ceux qui se font rincer, notamment les retail, qui rentrent, on va dire, plus ou moins tardivement ou tardivement, je pense qu'ils ont du mal après des pertes en règle générale conséquentes à revenir sur le marché. Est-ce qu'à chaque fois, à ton avis, il faut des nouveaux retail vierges ou est-ce qu'on aura quand même des gens qui sont déjà un petit peu versés dans la chose et qui vont retenter, entre guillemets, leur chance ou ils sont, selon toi, définitivement vaccinés et dégoûtés? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le caractère humain. Si je dois prendre un pari, toujours ce sera de parier sur le caractère humain. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ouais. Non, Bon, si en plus on crois a des qu'on est pubs télé pour le incorrigible. faire, maintenant ça va être violent, quoi. Je crois qu'on est incorrigible et ce sera toujours ainsi. Ouais, je pense qu'il va y avoir des narratives.
je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Messari, qui est vraiment top de l'industrie. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, c'est Ryan Kelnis. Je crois que j'écorche son nom. C'est le CEO de Messari. Messari, c'est vraiment le Bloomberg Crypto. Ils sont là depuis quand même pas mal d'années. Ils ont vraiment des beaux travaux de recherche. Il a publié ce qu'il fait chaque année. Ça s'appelle Cryptothèse. En l'occurrence, ici, Cryptothèse 2024. C'est fouillis, il y a quand même 190 pages. Et il souligne un terme qu'ils ont créé eux-mêmes, ça s'appelle la DePIN, D-E-P-I-N, qui veut dire Decentralized Physical Infrastructure Network. C'est une grosse trend, je pense, qui va amener... alors, il y a deux, voire trois choses en l'occurrence, qui vont se jouer, un peu comme il y a eu un intérêt pour la DeFi qui a porté vraiment le secteur crypto très fortement. Je pense que la DePIN a les caractéristiques pour apporter ça également. Donc, le premier critère, c'est que c'est tangible. Donc, on parle de... en gros, il y a plusieurs sous-secteurs dans la DePIN. C'est plutôt un exemple vraiment concret qui est très connu, que la plupart des gens peuvent connaître. C'est plutôt... ce serait Helium Network. On achète un petit device, on broadcast son Wi-Fi et ça fait comme ça un réseau Wi-Fi mondial ou téléphonique. J'avoue, je n'ai pas vraiment creusé cet aspect technique. Donc, c'est en fait, c'est du partage de la bande passante aux gens qui sont à côté. Un peu comme on faisait à l'époque des... je ne sais pas si vous vous souvenez, Orange le faisait, Freebox le faisait aussi à l'époque. Ouais. On pouvait faire un hotspot à côté de chez soi aux autres utilisateurs Orange ou Freebox qui passent à côté de chez vous. Vous pouvez se brancher sur votre Wi-Fi. Yes. Donc ils refont une idée qui n'a pas marché. On verra si ça marche. Mais ça parle aux gens. Et quand tu participes ainsi, tu es récompensé du token Helium, HMT. Voilà, le genre d'application. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi des réseaux de sensors. Il y a du rendering, c'est-à-dire location de GPU, comme un projet français qui est connu, iExec, token RLC. Il y a tous des thèmes ainsi. Et je pense, donc ça, c'est le premier thème, c'est que le premier aspect, c'est que c'est physique et ça parle aux gens. Ils conceptualisent, ils comprennent le truc. Là où la valuation de crypto, parfois, c'est un peu aberrant, même si pour moi, ça a beaucoup de sens, notamment surtout pour le Bitcoin, si on réfléchit en termes de captation de valeur. Je veux dire, si l'or a de la valeur, Bitcoin peut certainement en avoir. C'est très irrationnel. Et parfois, le public a du mal à comprendre ça. En ce cas-ci, c'est physique, c'est tangible. L'autre point, c'est qu'il y a certainement un match à faire avec l'IA, avec tous ces réseaux de rendering de GPU, d'ancrage de données. Donc, il y a aussi toute la partie storage, tous les fils, les storage, etc., rentrent dans ce sous-secteur crypto. Donc, il peut y avoir un match IA. Je ne le vois pas encore très bien comment, mais il y a des tests qui ont été émis. Ça peut prendre du sens. Donc, il va y avoir, à mon avis, ça va surfer sur la vague de l'IA. Et le troisième point, c'est il faut toujours une narrative nouvelle pour intéresser. Donc, la nouveauté fascine et ça te rend smart de pouvoir parler de ça et tu as envie d'investir dedans. Voilà. Donc, ça, c'est ces trois points-là. C'est un beau petit cocktail et il manque juste il y a un bull market derrière et ça peut refaire des trucs assez incroyables. Je te rejoins tout à fait là-dessus. DePIN, j'avais aussi regardé un peu ce qui se faisait après ce compte rendu de Messari et effectivement et même en termes, tu vois, vraiment de logique, tu sais, du fait en ce qui concerne par exemple les serveurs, quand on entend toujours de toute façon vous êtes tous hébergés chez AWS, etc. Donc votre blockchain elle n'est pas décentralisée en vrai parce que si tout le monde est chez le même fournisseur de services ou 90%, on peut pas dire que ce soit sécure en termes de décentralisation, etc. Et je pense que voilà, pour les amoureux de la décentralisation, c'est quelque chose même, tu vois, qui parle déjà. Si tu rajoutes, comme tu l'as dit, à quelque chose que les autres peuvent comprendre sur une problématique au final qui saute aux yeux, qui est physique, etc.
et qui est un peu aussi multipolaire, effectivement, on tient quelque chose. Ouais, comme ça donne un sentiment par la transparence peut-être des données, de traçabilité peut-être de ce qui se passe. Ça donne un peu un sentiment de contrôle sur des intelligences artificielles aujourd'hui qu'on ne comprend pas trop, qui sont dans des clouds, que ce soit Microsoft, Amazon, Google. Et là, ce seront finalement des clouds identifiés d'une certaine manière, et avec ce sentiment de contrôle qu'on peut peut-être le débrancher ou connaître la personne qui est derrière ou savoir quelles données sont utilisées, à quelle fin. Donc, voilà, ça, c'est un peu la thèse du match crypto et IA. Voilà, donc la DePIN pourrait être un gros thème de demain. C'est de l'alpha pur et brut, c'est très récent. J'en ai pas vu beaucoup de gens en parler. Ça commence tout juste. Ouais, mais en tout cas, on a vu que tous les fonds en avaient plus ou moins parlé. Je crois que c'est dans une émission, tu as partagé le tableau que pas mal de youtubeurs, dont Asher, ont partagé sur justement les secteurs qui, d'après les plus grands analystes de la crypto, étaient justement le DePIN était dedans, quoi. Je sais pas si tu te souviens de ce tableau. Tu avais un tableau que tu avais montré. Ouais. En tout cas, moi, Ouais, c'était il y a quelques jours, peut-être une semaine. Ouais, il y a une semaine dans les 10 derniers jours. Je vous invite à aller le retrouver et à le poster sur le Discord si vous le retrouvez. En tout cas, c'est super intéressant. Ça apporte un peu de nouveautés et de choses auxquelles s'intéresser justement en amont de ce cycle qui débute sur les chapeaux de roue, hein, malgré tout, puisque ça fait quand même 1 an désormais qu'on est dans une trend relativement haussière pour le marché crypto. Et donc, 1h30, je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein, de tout ce qu'on voulait voir ce soir. On se retrouvera très prochainement, comme tu disais, Bitcoin, pour la partie 3, où on parlera de la psychologie et où tu avais pas mal de choses à nous montrer. Et voilà, je ne sais pas si vous aviez un petit mot de la fin ou quelque chose à rajouter, mais c'était bien cool, comme d'habitude. Yes, merci d'être venu. Bitcoin, c'était très cool. Moi, j'ai rien à rajouter. Parfait. Soit on se retrouve semaine prochaine, pareil, ou on peut, dans les jours à venir, enregistrer ça en petit comité, plus pour accès replay, comme tu veux. Ok. Pas de souci, on se calera à ta convenance. Ok, top. Merci à tous d'avoir été là. On était à peu près 900 et vous êtes toujours 800 1h30 plus tard. Donc, je pense que cette émission vous a plu. Le replay est disponible pour ceux qui ont rejoint en cours de route immédiatement du côté de Twitch et demain vers 9h du côté de YouTube. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Et merci à Bitcoin d'être venu comme d'habitude. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Et Manu de sa fidélité éternelle, d'être encore et toujours là, toujours aussi beau, toujours aussi vaillant. Et on vous retrouve donc très prochainement. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Yes. Bye bye. Ciao.